Aux confins du monde gelé, là où l'Europe s'efface devant l'Arctique, la souveraineté humaine est une illusion. Ici, en Laponie, le véritable pouvoir n'appartient pas au Parlement, mais aux troupeaux. Le renne n'est pas une simple créature de conte de fées, il est la monnaie, la culture, le droit ancestral. Sur ces terres, le bétail est plus nombreux que les hommes, et les anciennes hardes nomades ont la priorité sur l'asphalte des routes modernes. Bienvenue dans le seul endroit sur Terre où une nature sauvage vieille de 2 milliards d'années est gérée non par des clôtures, mais par le pas patient des sabots. Pour le monde extérieur, la Laponie est le domicile officiel de Noël, une façade scintillante, soigneusement entretenue. Mais sous le vernis du marketing saisonnier se cache une réalité bien plus singulière. Une société européenne contemporaine contrainte de négocier avec la nature plutôt que de la conquérir. Les routes existent, la technologie fonctionne, mais rien n'est jamais véritablement sous contrôle. L'Arctique impose ses propres règles. Situé entièrement à l'intérieur du cercle polaire, ce territoire fonctionne selon un autre calendrier. Pendant 2 mois, le soleil refuse de se lever. Pourtant, la vie ne s'arrête pas. Les écoles restent ouvertes, les trajets quotidiens se poursuivent. La société s'adapte à un crépuscule bleu permanent qui paralyserait la plupart des autres régions du globe. Ce qui définit véritablement la Laponie, ce n'est pas le froid, mais le système complexe bâti pour y survivre. La culture indigène Sami n'est pas une pièce de musée, c'est une force vivante, tissée dans l'usage même de la terre. Et cette immensité sauvage n'est pas un vide redouté, mais un patrimoine commun, une confiance partagée où des abris demeurent ouverts, non verrouillés, attendant quiconque en aurait besoin. Ce n'est pas une destination conçue pour le spectacle, mais un écosystème de survie, un lieu où les humains, les animaux et le paysage sont enfermés dans une négociation perpétuelle. Une fois que l'on perçoit cette danse fragile, l'histoire de Noël se retire discrètement. Au cœur de ce système, une ville témoigne de cette résilience, Rovaniemi. Elle ne donne pas l'impression d'une ville qui a grandi naturellement, elle semble être le fruit d'une décision, d'un acte de volonté pure. Durant les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale, la quasi-totalité de la ville fut anéantie. Ne restait que des cendres, un sol gelé et une question brutale. Faut-il reconstruire une cité si loin au nord, là où l'hiver domine l'année, ou faut-il abandonner et recommencer ailleurs, plus facilement? Rovaniemi a choisi la réponse la plus ardue, et ce choix la définit encore aujourd'hui. La ville fut repensée avec la survie pour seul horizon. Les rues furent tracées, larges, pour maîtriser la neige. Les bâtiments, conçus pour composer avec le froid extrême plutôt que pour le combattre. Rien ne fut laissé au hasard. Aujourd'hui encore, Rovaniemi porte en elle la confiance tranquille d'un lieu qui sait avoir déjà été mis à l'épreuve et n'avoir pas disparu. Ce qui rend Rovaniemi si inhabituel n'est ni sa taille, ni sa silhouette, mais la manière dont la vie moderne s'y déroule sans drame, sous des conditions polaires. Les enfants vont à l'école dans l'obscurité, les lumières des bureaux scintillent sur la neige bleutée. C'est l'acceptation d'une réalité immuable. Ici, le succès ne se mesure pas à la hauteur des gratte-ciels, mais à la profondeur de l'adaptation. C'est une leçon d'humilité, gravée dans la glace, nous rappelant que la véritable maîtrise ne réside pas dans la domination, mais dans l'équilibre. Ici, la technologie bourdonne, sa rumeur constante se fondant dans le silence des étendues boisées qui débutent à quelques minutes à peine du centre-ville. Ce n'est pas la nature sauvage aux confins de la civilisation, c'est la civilisation elle-même, nichée au cœur du monde sauvage, une enclave de modernité dans un royaume de glace et de lumière boréale. Une tension subtile, presque imperceptible, flotte dans l'air. Rovaniemi est à la fois portail et rempart. Elle initie le visiteur au mystère de la Laponie tout en protégeant le Grand Nord, l'arrière-pays plus secret, d'une submersion inévitable. Le tourisme est le sang qui irrigue les artères de la cité, la maintenant en vie à travers les longs hivers. Mais au-delà des vitrines et des excursions organisées, la vie quotidienne demeure ancrée dans une réalité immuable. Ici, les habitants ne jouent pas une pièce de théâtre sur la vie arctique, ils la vivent, simplement, sans artifice. Cette authenticité se révèle dans les moments les plus ordinaires, ceux qu'aucun appareil photo ne cherche à capturer. Un arrêt de bus cerné par des congères plus hautes que l'abri lui-même, transformant l'attente en une immersion dans un canyon de neige.
La lueur diffuse des lampadaires filtrant à travers un rideau de flocons qui semble infini et pourtant si familier. Personne ne s'arrête pour immortaliser l'instant. Ceci est la norme. Le cercle polaire arctique n'est matérialisé que par une simple ligne tracée au sol, une démarcation presque enfantine. Mais sa signification transcende de loin ce symbole terrestre. À Rovaniemi, l'existence entière se déploie de l'autre côté de cette frontière invisible. C'est ici que le soleil n'offre plus la garantie de son lever quotidien. Un monde où la lumière devient une ressource saisonnière, précieuse et éphémère, et où le temps, discrètement, altère son propre rythme. Pour le voyageur de passage, franchir la ligne est un acte ludique, un rituel photographique avant de poursuivre sa route. Pour ceux qui demeurent, cette ligne explique tout. Elle est la raison des hivers interminables, la matrice de l'urbanisme local, la justification d'une architecture conçue pour capter le moindre rayon de lumière. Elle explique pourquoi l'obscurité n'est pas une menace à craindre, mais une condition à laquelle on se prépare, que l'on aménage. Le cercle polaire n'annonce pas sa présence avec fracas. Il opère avec lenteur, de manière insidieuse. On ne ressent pas son emprise au moment précis où on le franchit, mais dans la réaction du corps aux jours qui suivent, dans cette fatigue nouvelle ou cette étrange lucidité que la pénombre inspire. Le temps que la conscience réalise que quelque chose a changé, on vit déjà sous son empire. Ici, la ligne n'est pas une destination, c'est une condition de l'existence. Plus loin, le village du Père Noël se dévoile. À première vue, un amas de bâtiments en bois, baignés de lumière douce, sous une neige qui semble avoir été fraîchement déposée par un décorateur de cinéma. Mais rien ici n'est laissé au hasard. Ce lieu est le fruit d'une ingénierie aussi précise que celle de n'importe quelle usine. À une différence près, ce qu'on y produit, ce ne sont pas des objets, c'est de la croyance. Le village opère chaque jour de l'année, bien après que le mois de décembre se soit achevé et que le reste du monde ait rangé ses décorations. Les lettres continuent d'affluer par centaines de milliers, écrites par des enfants et des adultes dans des dizaines de langues. Les photographies sont méticuleusement mises en scène, les sourires sont répétés, les souvenirs sont soigneusement manufacturés. Ce qui est vendu ici n'est pas une simple visite, c'est un sentiment. L'idée que l'émerveillement peut encore exister dans un monde qui ne lui laisse que peu de place. C'est l'économie du rêve, à l'œuvre dans sa forme la plus pure. La Laponie a compris très tôt que la neige seule ne paie pas les salaires. Les histoires, si. Ici, le mythe a été converti en infrastructure. L'imaginaire est devenu un gisement d'emploi. La logistique s'articule autour du fantasme. Même la foi obéit à un horaire de travail. Et pourtant, le système ne fonctionne que parce que chaque participant, visiteur comme employé, adhère à un accord tacite. Chacun sait qu'il assiste à une représentation. Cette performance n'est peut-être pas une trahison du réel, mais une autre manière de l'habiter. Face à la nuit polaire et au silence écrasant, l'homme a deux choix, endurer la réalité brute ou la peupler de récits. Rovaniemi a choisi les deux. Elle vit l'Arctique dans sa vérité la plus crue, tout en vendant au monde son plus beau mensonge. Un mensonge nécessaire, qui nous rappelle que même aux frontières du monde connu, le besoin de merveilleux demeure la plus humaine des conditions. On choisit d'y pénétrer malgré tout. C'est là que réside le conflit silencieux, dissimulé sous des couches de guirlandes et de fausses neiges. Le village du Père Noël est présenté au monde comme un royaume pour les enfants, une promesse de merveilleux sculptée dans la glace du cercle polaire. Mais sa survie, son existence même, ne dépend pas d'eux. Elle repose entièrement sur les adultes. Ce sont les adultes qui entreprennent des voyages de plusieurs milliers de kilomètres, traversant les continents pour atteindre cette enclave de fiction. Ce sont eux qui achètent les photographies au sourire figé, qui affranchissent les lettres au cachet officiel du pôle Nord, qui, geste après geste, maintiennent l'illusion en vie. Ils sont les architectes et les gardiens du mythe. Les enfants y croient, car c'est le propre de leur âge. C'est une vérité qu'on leur offre, et ils l'acceptent sans question. Les adultes, eux, y croient parce qu'ils en ont fait le choix. Un choix délibéré, parfois coûteux, de suspendre leur incrédulité. Ce lieu révèle alors une vérité à la fois inconfortable et profondément humaine. Dans cet environnement hostile, où la survie a toujours primé sur la fantaisie, l'imagination n'est pas un luxe, elle devient une ressource, une matière première aussi vitale que le bois ou le feu. Elle ne sert pas à fuir la réalité, mais à la rendre supportable,
à lui donner un sens lorsque le soleil disparaît pour des mois et que le froid paralyse le paysage. Ici, la frontière entre le mythe et le commerce s'estompe jusqu'à devenir insignifiante. Le tintement de la caisse enregistreuse se mêle au chant de Noël et personne ne semble y voir de contradiction. Car ce village ne parle pas seulement insuffler une âme à des territoires que l'on pourrait autrement juger trop froids, trop sombres, trop lointains. Non loin de là, la rivière Kimijoki est figée. En été, son courant est une force constante. Ses eaux sombres et larges transportent les bateaux, les reflets du ciel, les échos de la forêt. Elle divise l'espace, impose ses lois. On ne la traverse qu'aux endroits prévus, là où les ponts jettent leurs arches de béton. La rivière dicte les itinéraires. En hiver, ce rapport de force s'inverse. La surface se crispe, se tend, puis se scelle dans un silence de verre. La neige s'y dépose, unifiant les deux rives en une seule étendue pâle et continue. La rivière ne coule plus, elle attend, immobile sous son linceul de glace. Et les hommes commencent à se l'approprier. Des motoneiges tracent des lignes droites sur la glace, des raccourcis plus rapides que n'importe quelle route terrestre. Leurs traces se croisent, s'effacent sous le vent et réapparaissent le lendemain, cartographie éphémère d'une nouvelle géographie. Au milieu de ce désert blanc, des pêcheurs s'arrêtent. Ils s'agenouillent et perforent la glace épaisse avec leurs tarières. Une brève volute de vapeur monte du trou noir, puis se dissipe dans l'air glacial. Assis sur de simples tabourets, ils contemplent leurs lignes disparaître dans les ténèbres liquides sous leurs pieds, dans une patience quasi méditative. Aucun panneau n'indique le chemin, aucune barrière ne délimite les zones de passage. Chacun sait, d'un savoir instinctif, où la glace est porteuse et où elle est fragile. Cette connaissance ne vient pas des instructions, mais de l'expérience, transmise de génération en génération. Les enfants l'apprennent très tôt, les visiteurs en observant. Ce qui frappe, c'est la banalité du spectacle. Personne ne considère la rivière gelée comme une curiosité. Elle fait partie du trajet quotidien, des courses, de la routine. La même artère qui charriait l'eau en juillet transporte désormais les gens en janvier. Elle est devenue une place publique, un forum de glace. Au fil de l'hiver, des empreintes de pas croisent les sillons des motoneiges. Des campements de pêcheurs apparaissent et disparaissent. La surface est en perpétuelle mutation, mais nul ne s'en étonne. Puis vient le printemps, et avec lui, les craquements silencieux qui parcourent la surface. La glace s'amincit, se fracture. Les itinéraires retournent sur la terre ferme. La rivière, lentement, se libère de son étreinte et retrouve son mouvement. Le monde liquide reprend ses droits, effaçant les chemins que les hommes avaient tracés, comme un rappel que toute voie n'est, en fin de compte, que temporaire. Le fleuve reprend ses droits et la route disparaît sans la moindre cérémonie. Rien de dramatique ne vient marquer ce changement. Ici, la vie s'ajuste, tout simplement, comme elle l'a toujours fait. Nous sommes dans une ferme de rennes, au cœur des terres samies. L'eau s'écoule, indifférente. Dans ces étendues de Laponie, la première chose qui frappe est l'absence totale de mise en scène. Nulle clôture destinée au spectacle, nulle introduction délicate pour le visiteur. La journée de labeur s'amorce dans la lumière blafarde de l'aube polaire, et chaque geste est empreint d'une nécessité silencieuse. Les rennes dérivent en groupes lâches à travers le paysage ouvert. Ils n'attendent aucun ordre, ne répondent à aucune caresse. Ils sont une force semi-sauvage, un courant de vie qui traverse la toundra. On les observe attentivement, on les compte, on les lit dans leurs mouvements et leurs postures, plutôt qu'à travers leurs cris. Leur langage est celui du troupeau, un murmure collectif face au vent. Ici, le renne n'est ni une mascotte, ni un symbole de fête. Il est une ressource, une promesse de subsistance. Chaque animal est un maillon essentiel dans la chaîne de la survie. Sa viande nourrira les familles durant les longs mois d'hiver. Sa peau, une fois tannée, deviendra vêtement ou abri. Ses bois, collectés, sculptés ou vendus, sont la matière d'un artisanat ancestral. Même son mouvement a une valeur. En hiver, les rennes deviennent des traîneaux vivants, des pulsations de chaleur traversant la neige profonde, là où les machines peinent et s'enlisent. Chaque partie de l'animal a une fonction, et rien de tout cela n'est abstrait. Le travail est physique, d'une précision chirurgicale,
Un éleveur sami s'avance, un lasso enroulé reposant nonchalamment dans sa main. Il n'y a aucune précipitation dans son approche, seulement une concentration absolue, un seul lancer, net et fluide. La corde siffle un instant dans l'air glacial avant de se poser avec une précision infaillible autour des bois. L'animal résiste brièvement, une secousse de puissance contenue, puis se stabilise. Ce n'est pas un spectacle, c'est une mémoire musculaire, bâtie sur d'innombrables répétitions, transmises à travers les âges. L'existence ici est rythmée par les saisons, non par les horaires. La mise bas au printemps, le marquage des fans, le grand rassemblement d'automne, l'abattage, un cycle immuable dicté par la nature. Le tourisme plane à la périphérie de ce monde. Des visiteurs arrivent, en quête d'une histoire qu'ils croient déjà connaître. Ils espèrent toucher un renne, prendre une photo, entrer dans la carte postale. Certaines fermes s'adaptent, organisent des rencontres contrôlées, des moments soigneusement cadrés. Cela apporte un revenu, mais cela déforme aussi le rythme authentique du travail. Tous les éleveurs n'acceptent pas ce compromis. La tension est palpable, sans jamais être formulée. Une motoneige attend à côté d'un traîneau en bois. Des vêtements traditionnels en peau sont suspendus près d'équipements techniques modernes. C'est le dialogue silencieux entre les âges, entre la nécessité de préserver et l'obligation de survivre dans un monde qui change. Quand le jour s'achève, il n'y a pas de scène finale. Les animaux se fondent à nouveau dans le paysage. Les outils sont rangés. Demain suivra le même schéma, façonné par la météo, le terrain et le besoin. Dans une ferme de rennes, la réalité remplace vite le romantisme, et rien dans ce labeur ne demande l'admiration. Il se contente de continuer. Mais la vie en surface n'est que l'écho d'une histoire bien plus ancienne. Une histoire gravée non pas dans la mémoire des hommes, mais dans la pierre elle-même. Non loin de là, sous les couches de terre et de forêt de la Laponie finlandaise, repose la mine d'améthyste de Lampivaara. Ce lieu existe en silence, modelé bien avant l'arrivée de la neige, des arbres ou des hommes. Sous la surface repose une roche qui s'est formée il y a près de 2 milliards d'années, un chiffre vertigineux, une époque où la Terre ne ressemblait en rien à ce que nous connaissons, où la chaleur et la pression donnaient naissance au continent. Au fil des millénaires, des fractures se sont ouvertes au cœur de cette pierre primordiale. Des fluides riches en minéraux s'y sont infiltrés, refroidissant sur une échelle de temps inconcevable, cristallisant lentement, molécule par molécule. Ce processus a laissé derrière lui des veines d'améthyste, emprisonnées dans la roche pour une durée qui dépasse toute mesure historique humaine. Le nombre lui-même est difficile à saisir. 2 milliards d'années, un abîme temporel qui défie l'entendement, qui se situe bien au-delà de la mémoire, bien au-delà de l'imagination. C'est seulement après avoir contemplé cette échelle que le travail qui s'effectue en surface prend tout son sens. Chaque fragment de cristal violet extrait de la montagne est un vestige d'un monde disparu, un témoin silencieux de la naissance de notre planète. L'homme qui creuse cette pierre, comme l'homme qui guide ses rennes, ne fait que dialoguer avec des forces qui le dépassent infiniment. L'un est soumis au cycle des saisons, l'autre à l'immobilité du temps géologique. Dans les deux cas, la terre de Laponie impose sa loi, rappelant à l'humanité son humble et éphémère passage. Le travail n'est pas une conquête, mais un acte d'alignement avec des rythmes plus vastes que soi. Ici, à la mine d'améthyste de Lampivaara, le temps obéit à d'autres lois. Nulle machine ne griffe la terre, nul engin lourd ne vient troubler le silence ancestral du sol. Seuls des outils simples, prolongements de la main humaine, s'attaquent au labeur. Des silhouettes s'agenouillent, grattent et brisent la terre gelée avec une patience infinie, une déférence presque sacrée. Chaque geste est une méditation sur l'immensité du temps géologique, une reconnaissance humble de la brièveté d'une vie face aux millions d'années encapsulées sous leurs pieds. La progression est lente, méticuleuse, souvent infructueuse. Des heures peuvent s'écouler sans que rien n'apparaisse, sans que la terre n'offre autre chose que sa propre obscurité. Et puis, soudain, un éclat pourpre, un fragment de nuit étoilé prisonnier de la roche. Un cristal, intouché depuis sa naissance dans les entrailles du monde, rencontre pour la première fois la lumière. Ce n'est pas une extraction, c'est une révélation. Quitter la mine, c'est s'enfoncer dans un autre silence, celui du parc national Urho Kekkonen.
La forêt se referme presque aussitôt, dense et protectrice. Les arbres, sentinelles serrées les unes contre les autres, brisent le vent et étouffent les sons du monde extérieur. La neige, drapée sur les branches et le sol, sculpte un paysage où les lignes droites n'existent pas. Tout y est courbe, façonné par les caprices de la météo plutôt que par la volonté de l'homme. Le pas ralentit, le rythme du corps s'ajuste instinctivement à celui de la nature, sans qu'aucun ordre ne soit donné. Près de Saariselkä, cette forêt n'est pas une nature sauvage et intouchée. Elle est un espace vécu, parcouru, utilisé avec une régularité qui témoigne d'une profonde familiarité. Les habitants y marchent, y skient, y cueillent des baies ou simplement s'y déplacent, suivant des itinéraires inscrits dans leur mémoire plus que sur des cartes. Les sentiers existent, mais beaucoup sont à peine visibles, des suggestions effacées par la saison. La navigation ne dépend pas des panneaux, mais d'une cartographie intime, d'une connaissance tissée au fil des saisons, transmise par l'expérience. C'est ce que l'on nomme ici le Métchi, une terre que l'on connaît non par des titres de propriété, mais par l'empreinte de ses propres pas, maintes et maintes fois répétées. Et puis, au détour d'un sentier à peine visible, elles apparaissent, de petites cabanes de bois, disséminées à travers le parc. Nulle clôture, nul panneau, nulle marque de possession. À l'intérieur, des couchettes, une table et presque toujours un poêle. La porte n'est jamais verrouillée. Personne ne demande qui entre, ni pour combien de temps. On y arrive quand le besoin d'un abri se fait sentir. On en repart lorsque l'on est prêt à reprendre la route. Ce système repose sur un pacte tacite, une éthique du partage silencieuse. Le bois de chauffage utilisé est remplacé avant le départ. Les cendres sont vidées. Chaque déchet repart avec celui qui l'a produit. Nulle autorité ne surveille. Nulle loi n'est écrite. Ces gestes perdurent simplement parce que chacun s'attend à trouver les mêmes conditions à son retour ou s'attend à ce que l'étranger qui le suivra trouve un refuge accueillant. Pour le visiteur non initié, l'apprentissage se fait par l'observation. Les habitués se meuvent avec une efficacité tranquille, déballent leurs affaires sans bruit et laissent l'endroit prêt pour le prochain occupant. Rien n'indique que cet arrangement est exceptionnel. Il est simplement la norme. Car cet espace partagé n'appartient pas qu'aux hommes. Le silence qui règne ici n'est jamais un vide. Le mouvement le plus significatif de la forêt laponne est celui qui demeure invisible. La neige, linceul immaculé, étouffe chaque son, absorbe chaque vibration. Ce qui semble inerte est en réalité un monde en pleine activité. Sous la surface, la vie minuscule poursuit son cours, sans laisser la moindre trace visible. Mais au-dessus, quelque chose observe, sans faire frémir une seule branche. Le premier indice n'est pas visuel. C'est une pause dans le rythme invisible de la forêt, une immobilité si délibérée qu'elle en devient palpable. Alors, une forme se détache de l'écorce des arbres, large mais semblant dépourvue de poids. Fantôme du Nord, la chouette laponne ou la harfang des neiges. Ses ailes immenses se déploient sans un murmure, la portant dans un vol plané à quelques centimètres du sol. Son regard fixe ne quitte pas la neige. Elle ne se hâte pas. Elle ne chasse pas avec les yeux. Elle écoute le monde sous la neige. Du mineur agenouillé devant l'éternité de la roche, au voyageur laissant une bûche pour l'inconnu qui le suivra, jusqu'au prédateur silencieux dont la survie dépend de l'écoute, une même leçon se dessine. Celle d'un monde où la véritable richesse ne se possède pas, mais se traverse. Où le plus grand pouvoir n'est pas de dominer, mais de s'accorder au rythme lent et profond de la terre. Lorsqu'il plonge, il ne le fait qu'une seule fois, un mouvement décisif qui brise la surface de l'eau avec la précision d'une lame plutôt que par la force brute. Dans les parages, à certaines saisons, une autre présence se manifeste. Le harfang des neiges se poste dans les espaces ouverts, là où la lumière se réverbère sur un sol immaculé. Son plumage se fond si complètement dans le paysage qu'il en devient irréel, un spectre de neige posé là, comme une apparition plutôt qu'une créature née de cette terre. Il attend, durant de longues heures, parfaitement immobile, conservant son énergie jusqu'à ce qu'un mouvement infime sous la neige lui donne une raison d'agir. Ces deux prédateurs chassent sans un bruit. Nul cri d'alerte, nul geste superflu. La forêt ne sursaute pas, car elle n'en a nul besoin. La mort ici est une affaire de silence. Dans les étendues boisées de la Laponie,
Croiser le regard de ces chouettes reste un événement rare. On les entrevoit fugitivement, souvent par hasard. Une silhouette traversant une clairière, une ombre se détachant d'un arbre, puis le néant à nouveau. La forêt se referme et l'espace retrouve son immobilité, comme si rien ne l'avait jamais traversé. La neige est reine dans la forêt. Contre cette blancheur infinie et les arbustes bas qui bordent les monts, le mouvement est presque impossible à déceler. Les formes s'estompent, les couleurs épousent le sol avec une perfection troublante. Ce n'est que lorsqu'un élément bouge que le contour d'une vie se dessine enfin. L'une de ces formes est le lagopède alpin. Au gré des saisons, son plumage se métamorphose. En hiver, l'oiseau devient presque entièrement blanc, disparaissant dans l'écrin de neige et de glace. C'est un acte de dissolution volontaire. Lorsque le printemps arrive, des motifs plus sombres réapparaissent, brisant sa silhouette pour la confondre avec la mosaïque des roches et de la toundra naissante. Ce changement n'a rien d'ornemental. Il est pratique, constant, un pacte ancestral lié directement à la survie. Pourtant, non loin de là, une toute autre pièce se joue. Sur des parcelles dégagées à la lisière de la taïga, les mâles du tétralyre se rassemblent aux premières lueurs du jour. Ils gonflent leurs poitrails, déploient leur queue en éventail et martèlent le sol gelé, produisant des sons graves et sourds qui roulent sur l'air glacial. Leurs mouvements sont répétitifs, délibérés, une chorégraphie millénaire exécutée sur un théâtre à ciel ouvert. Ces deux oiseaux partagent le même paysage, mais l'habitent de manière diamétralement opposée. L'un fuit l'attention en devenant invisible, l'autre, au contraire, la recherche délibérément pour affirmer sa présence. Le contraste est bref mais saisissant, ajoutant un rythme visuel et sonore à un monde qui, le plus souvent, ne semble que murmurer. Plus au nord, le lac Inari s'étend sur une vaste portion de la Laponie finlandaise. Sa forme actuelle est l'héritage du retrait des glaciers, qui ont laissé derrière eux un territoire fragmenté en des milliers d'îles, un archipel intérieur. Sa taille même empêche toute colonisation dense. Ici, les communautés se forment en petits hameaux disséminés le long du rivage, séparés par d'immenses étendues de forêts et d'eau. Chaque groupe de maisons existe de manière quasi indépendante, relié aux autres par la nécessité plus que par la proximité. Quand le lac gèle, la géographie des hommes se transforme. La glace remplace l'eau comme surface première. Des motoneiges tracent des routes éphémères, reliant directement des points autrefois inaccessibles durant les mois plus cléments. Les trajets se raccourcissent, la distance devient plus relative, plus maîtrisable, mais seulement sous des conditions dictées par le grand froid. Le lac n'est plus une barrière, mais un pont, une page blanche sur laquelle se réécrit pour un temps la carte des vies humaines. Dans ce grand nord, la vie ne s'impose pas, elle compose, avec la lumière, avec le froid, avec le silence. Chaque être, chaque communauté est une note dans une partition écrite par les saisons, une existence éphémère et tenace, suspendue entre la fragilité de l'instant et l'éternité du paysage. L'épaisseur de la glace est une question de survie, une mesure vérifiée avec une régularité rituelle. Ici, la météo est le seul calendrier qui compte, et les déplacements obéissent à l'expérience ancestrale, jamais à la simple habitude. Une piste tracée hier peut devenir un piège mortel demain. La pêche se poursuit tout au long du long hiver polaire, sur la surface gelée du lac Inari, transformée en une vaste autoroute éphémère, les provisions circulent en convois mesurés. Chaque charge est calculée au plus juste. Chaque voyage est une équation entre le besoin et le risque. Le bois, le carburant, la nourriture, tout est transporté avec une précision méticuleuse. Rien n'est déplacé sans dessein. Chaque mouvement est une affirmation de la vie face à la stase glaciale. L'existence entière s'adapte à cet accès saisonnier, à cette voie de communication temporaire offerte par le gel. Dans ce monde, l'expansion reste une idée étrangère. Les villages ne s'étendent pas vers l'extérieur, ils se contractent, se concentrent, attendant le retour de l'eau. Lorsque le printemps arrive enfin, brutal et libérateur, la glace se fracture dans un grondement sourd. Ses racines provisoires, ses chemins tracés sur l'eau solide disparaissent sans laisser de traces. Le mouvement retourne alors à son domaine naturel, le rivage. Les bateaux, libérés de leur prison de glace,
remplace les motoneiges et les véhicules. Le rythme de la vie ralentit à nouveau, se pliant au clapotis de l'eau contre la coque. Au cœur de ce monde se trouve le village d'Inari, centre névralgique pour le peuple sami du nord de la Finlande. C'est ici que les écoles fonctionnent, que les services publics sont accessibles, que l'administration quotidienne ancre les communautés dispersées. La vie y suit des routines ordinaires, mais des routines façonnées par les distances immenses et les conditions saisonnières extrêmes. Pendant une grande partie du XXe siècle, un long silence fut imposé. Les politiques nationales ont cherché à réduire la langue et les modes de vie traditionnels des Samis. Les effets furent graduels, insidieux, mais durables. Ce qui subsiste aujourd'hui n'est pas une tentative de restauration d'un passé idéalisé, mais un effort structuré, patient, pour maintenir une continuité vivante dans le présent. Les langues sames résonnent à nouveau dans les salles de classe locales. Les droits culturels sont formellement reconnus par la loi. Ces systèmes fonctionnent discrètement, sans cérémonie. Ils existent pour soutenir la vie de tous les jours, non pour mettre en scène une identité folklorique. L'identité ici se vit, elle ne s'expose pas. Le musée et centre culturel Siida témoigne de cette réalité. Son approche est pragmatique. Les outils, les vêtements et les travaux saisonniers y sont présentés aux côtés des adaptations modernes. L'accent est mis sur la façon dont la culture fonce possible par la structure, par la volonté de transmettre. L'identité s'y maintient par l'usage quotidien, non par l'ostentation. Plus au nord, une autre force dicte sa loi, la rivière Teno. Elle ne suit aucun calendrier national, aucune directive humaine. Elle s'écoule le long de la frontière entre la Finlande et la Norvège, traçant une ligne sur les cartes que l'eau, dans sa course, se plaît à ignorer. L'eau se déplace librement, les poissons font de même. Depuis des temps immémoriaux, cette rivière est définie par le saumon. Chaque année, le saumon de l'Atlantique accomplit son odyssée, revenant de la mer pour remonter le courant et frayer. Son arrivée a façonné l'établissement des hommes, leur travail, l'organisation de la vie saisonnière sur les deux rives. Les familles, qu'elles soient finlandaises ou norvégiennes, ont appris à vivre au même rythme, celui du poisson-roi. Elles partagent la connaissance des mêmes courants, des mêmes lieux où le poisson pouvait être prélevé sans gaspillage, avec respect. Pendant des générations, la pêche était une affaire locale, régie par la coutume plutôt que par la loi écrite. Le savoir se transmettait au sein des familles, un héritage plus précieux que la terre elle-même. Les filets étaient posés avec soin, les prises étaient limitées par l'effort et le besoin. La rivière reliait des communautés qui parlaient des langues différentes, mais partageaient la même dépendance, le même respect pour la source de leur subsistance. Ce système ancien n'est plus seul maître. Le nombre de saumons a chuté de façon dramatique. Les changements climatiques affectent la température de l'eau et le débit du fleuve. L'équipement moderne a décuplé une efficacité qui dépasse les limites traditionnelles. En réponse, les réglementations se sont durcies, les saisons de pêche ont été raccourcies, les engins de pêche restreints. Le dialogue millénaire entre l'homme et la rivière est désormais médiatisé par des lois et des quotas. Une tentative fragile de préserver ce qui reste, un rappel que même les traditions les plus profondes doivent se plier lorsque le monde naturel dont elles dépendent vacille. Des tronçons entiers de la rivière furent parfois fermés. Les décisions, autrefois fruits du jugement local, émanent désormais d'accords nationaux et de modèles scientifiques. Le conflit s'enracine dans cet abîme, entre la mémoire de la rive et la logique des capitales. Pour de nombreuses communautés riveraines, la pêche n'est pas un loisir, c'est une pratique héritée, un fil invisible qui relie les générations à leur identité et à leur subsistance. Chaque filet jeté est une conversation avec les ancêtres, chaque prise une promesse de continuité. Pour les régulateurs, la rivière est un système vulnérable, un organisme fragile dont la survie prime sur la tradition. Ils voient des courbes de données, des seuils de population, une écologie au bord du point de rupture. Les deux positions sont mues par l'urgence. Aucune n'est abstraite. D'un côté, la peur de voir un mode de vie s'éteindre. De l'autre, la crainte d'un effondrement écologique irréversible. Le long du Tino, le cours d'eau poursuit sa fonction éternelle. Les saumons, fidèles à leur mémoire immémoriale, continuent de remonter le courant lorsque les conditions le permettent, leurs flancs d'argent luttant contre les flots.
Les gens se rassemblent toujours sur les berges, leurs silhouettes se découpant dans la lumière du crépuscule, scrutant les mêmes remous que leurs aïeux. Ce qui a changé, ce n'est pas le fleuve, mais la main qui en détient l'autorité. La question fondamentale est devenue « Qui décide du moment et de la manière dont la rivière peut être vécue ?» Le Tinot est un miroir de notre temps, car il expose une tension fondamentale. La conservation impose des limites, la culture, elle, dépend de l'accès. Le fleuve les contient toutes deux, sans jamais résoudre le dilemme pour personne. Plus au nord, la terre commence son ascension graduelle près de Kilpisjärvi. Le conflit des hommes s'estompe devant la majesté de la terre elle-même. C'est ici que se dresse Sanafell, une épine dorsale sacrée. Les arbres s'éclaircissent, leur règne cède le pas à une toundra rase. L'horizon se redessine. Ce qui était forêt devient une immensité de roches nues et de vent. Sanafell ne se fond pas dans le paysage, il le commande. Sa forme est distincte, immédiatement reconnaissable. Une sentinelle de pierre veillant sur les lacs et les collines basses à l'extrémité nord-ouest de la Finlande. Cette région est souvent appelée le bras de la Finlande, une étroite bande de terre s'étirant vers la Norvège et la Suède. Sanafell marque le point de bascule, le seuil où la Laponie boisée s'efface pour laisser place aux hauts plateaux exposés. Pour le peuple sami, ce mont a longtemps été un lieu de révérence, non de conquête. On ne le gravissait pas par désinvolture. Il fonctionnait comme une frontière spirituelle plutôt que comme une destination, une présence visible de loin, reconnue et respectée sans être approchée. Aujourd'hui, Sanafell est accessible, mais son rôle demeure étrangement le même. Il ancre visuellement la région. Les routes, les villages et les pistes s'orientent par rapport à lui. Le temps change ici avec une rapidité déconcertante. Le vent se déplace sans obstacle, le son porte plus loin, le silence est plus profond. Dans ce voyage, Sanafell est un point de transition. Ses signaux sont clairs. Nous quittons l'abri des forêts pour entrer dans un territoire plus exposé, moins indulgent. Le changement n'est pas brutal dans l'action, mais il est absolu dans la forme. La montagne ne domine pas la terre, elle la définit. Et pourtant, même ici, dans ce royaume de pierre et de vent, l'homme a tracé ses lignes, les cicatrices de l'histoire. À cette pointe reculée de la Finlande, l'idée même de nation semble presque incongrue. C'est le cairn des 3 pays, l'unique endroit sur Terre où l'on peut traverser 3 fuseaux horaires et 3 nations, la Finlande, la Suède et la Norvège, en l'espace de quelques secondes. La frontière ici n'est ni une clôture, ni un mur. C'est un simple bloc de béton ocre, une balise posée avec une précision presque chirurgicale au milieu de nulle part. Il n'y a ni garde, ni barrière, ni le moindre signe de contrôle. La terre se poursuit sans interruption tout autour, indifférente à cette cicatrice géométrique. Le vent, l'eau et la faune se déplacent librement, ignorant les traités et les cartes. La nature, elle, ignore les frontières. Elle se souvient d'une unité que l'homme s'efforce d'oublier. Une frontière n'existe que par la volonté des hommes. Un accord silencieux, tracé sur une carte, qui tente d'imposer un ordre à la nature sauvage. Pourtant, ce calme apparent, cette ligne invisible qui sépare les nations, dissimule une histoire bien plus sombre, gravée dans la roche elle-même. À une courte distance vers le sud, le paysage se métamorphose. Le lac ouvert cède la place à une terre durcie, une terre sculptée par la main de l'homme. Voici Jéréma, une terre d'une beauté austère, marquée par des cicatrices qui ne sont pas l'œuvre de la nature. Connues sous le nom de Sturmböckstellung, ces tranchées sont les vestiges de la guerre de Laponie. En 1944, alors que les forces allemandes battaient en retraite du nord de la Finlande, leur départ fut tout sauf silencieux. Dans un dernier acte de défi, des milliers de soldats ont taillé le granit massif, construisant ce qui devait être une ligne de défense impénétrable. L'acier et le béton furent scellés dans le sol arctique, une forteresse conçue pour stopper l'avancée des forces alliées venant du nord. Aujourd'hui, ces intentions ont perdu tout leur sens. Les tranchées sont vides, silencieuses. Le béton, autrefois symbole de permanence, s'est fissuré sous l'assaut implacable du gel et du dégel. La mousse, épaisse et tenace, a reconquis la surface, drapant les vestiges de la guerre d'un linceul de verdure. Les bunkers, qui protégeaient jadis les soldats des bombes et des tirs,
abrite désormais les renards et les gloutons durant les longs mois d'hiver. La nature, indifférente au conflit des hommes, a lentement repris ses droits. Plus à l'ouest, la Terre rencontre l'océan. C'est le domaine de Tromsø et des fjords. La transition est immédiate, brutale. Les arbres qui dessinaient l'horizon disparaissent. Ici, la Terre ne s'abaisse pas en douceur. Elle s'effondre, elle plonge. Les sommets s'élèvent rapidement pour retomber aussitôt, rencontrant l'eau salée sans la moindre transition. C'est ici que le nord de la Norvège affirme sa véritable nature, une confrontation directe entre la pierre et la mer. Les montagnes se pressent contre l'océan, leurs flancs descendant en ligne droite dans les eaux profondes des fjords, ne laissant que peu de place pour des rivages progressifs. L'eau ici n'est pas une frontière, elle est une voie, une partie intégrante du relief. Ces vallées noyées furent sculptées par la force colossale des glaciers, une lente et inexorable érosion qui a laissé derrière elle un paysage d'une pureté absolue. Leur profondeur abyssale permet aux navires d'accoster au pied même des montagnes, tandis que leurs parois abruptes limitent drastiquement les lieux où les hommes peuvent s'établir. Les villages s'agglutinent sur d'étroites bandes de terre, coincées entre la roche et la mer. Les routes, véritables prouesses d'ingénierie, épousent les rares contours praticables. Tout le reste n'est que verticalité. C'est dans ce cadre de contraintes que Tromsø s'est développée. La ville fonctionne comme une plaque tournante côtière dans un environnement qui n'offre aucune alternative. Les routes maritimes sont vitales, la météo dicte les emplois du temps et les montagnes restreignent toute expansion. Il en résulte une cité résolument tournée vers l'océan, non vers l'intérieur des terres. Le contraste avec la Laponie finlandaise, à quelques heures de route seulement, est saisissant. Là-bas, le paysage s'étend à l'horizontale, à travers forêts et plaines. Ici, l'espace se comprime, se resserre. Le mouvement est canalisé par les corridors d'eau et les cols montagneux. Le terrain impose l'attention. Les fjords ne sont pas un simple décor. Ils imposent l'adaptation. Ils façonnent le commerce, les déplacements, le rythme même de la vie quotidienne. La Terre et l'océan ne sont pas deux systèmes distincts dans cette région. Ils opèrent de concert, sans tampon ni marge. Ce qui émerge de cette géographie n'est pas le spectacle, mais une forme de clarté, une lucidité implacable. La géographie ne laisse aucune place au superflu. Chaque élément qui fonctionne ici le fait dans des limites étroites, définies par la pierre, l'eau et la profondeur. C'est peut-être là que réside la véritable leçon de ces terres extrêmes. Face à la puissance immuable du monde naturel, l'existence humaine ne trouve son sens que dans l'essentiel. Dans le silence glacial de la nuit polaire, elles apparaissent, sans un son. D'abord une simple bande d'un vert spectral qui se dessine sur la toile obscure du firmament. Puis, la danse commence. Des rubans de lumière s'étirent, se plient, se fragmentent en un ballet céleste et imprévisible. Lorsque l'activité solaire s'intensifie, des franges pourpres ou vermeilles viennent border le spectacle, ajoutant une profondeur dramatique à cette chorégraphie cosmique. La science, elle, offre une explication limpide. De particules chargées projetées depuis le Soleil traversent le vide de l'espace. En rencontrant le bouclier magnétique de la Terre, elles sont guidées vers les pôles. Là, en heurtant les atomes d'oxygène et d'azote de la haute atmosphère, à une centaine de kilomètres au-dessus de nos têtes, elles libèrent leur énergie sous forme de lumière. Une réaction physique, prévisible, mais à jamais incontrôlable. Bien avant la physique moderne, les peuples de ces terres avaient leur propre récit. En Finlande, on les nomme Revontulet, les feux du renard. La légende dépeint un renard arctique courant à travers les étendues enneigées, sa queue balayant les cristaux de glace contre les rochers, projetant des étincelles vers la voûte céleste. Pour le peuple Sam, ces lumières revêtaient une signification plus grave, souvent observées avec une prudence mêlée de respect. On les associait aux esprits des ancêtres, à des présages venus de l'au-delà. La tradition exigeait le silence. Il était interdit de les pointer du doigt ou de siffler en leur direction, de peur de troubler les âmes qui dansaient dans le ciel. Aujourd'hui, des visiteurs du monde entier affluent, mais pour ceux qui habitent ces lieux, l'ancien respect demeure. Lorsque l'aurore s'éveille, l'échelle du paysage se transforme. Le regard quitte la terre pour se perdre entièrement dans le ciel. C'est l'ultime rappel de ce qu'est la vie dans l'Arctique.
Dans un monde régi par les agendas et la technologie, elle reste la seule chose qui ne se commande pas. On ne peut qu'attendre. La Laponie n'est pas un conte de fées. Elle obéit à des conditions immuables. L'obscurité se gère, le froid se prévoit. Ici, la vie persiste par l'adaptation, non par la résistance. Au-delà des images saisonnières, l'Arctique ne change pas. Il n'est pas en représentation. Il poursuit son existence, silencieux, imperturbable, selon ses propres termes.